Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 44e semaine de 2024, la vie de l'Union vous parle de la contamination du thon en conserve au mercure, de l'enquête qui concerne Temu, de la surtaxe sur les véhicules électriques chinois qui s'applique, du rapport Niniste sur la défense et les bons chiffres de l'Union sur les gaz à effet de serre. Dans le club des 27, deux échéances électives aux résultats divers en Bulgarie et en Lituanie. L'Italie fait face à un scandale de fichage, l'Espagne a subi d'immenses inondations et l'Allemagne voit sa loi sur le changement de genre entrer en vigueur. Et chez nos chers voisins, la Géorgie est dans la rue pour contester le résultat des législatives, la présence nord-coréenne est confirmée en Ukraine et le Royaume-Uni détecte un cas de Mpox. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Consommation. Des ONG alertent sur la contamination du thon au mercure. Mardi 29 octobre, les ONG Bloom et Foodwatch ont rendu un rapport sur l'un des aliments les plus consommés en Europe, le thon en conserve. Sur 148 marques testées en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en Italie, 100% des boîtes sont contaminées au mercure. 57% des boîtes de thon dépassent la limite légale de 1 mg de mercure par kilo, déjà considérée comme très permissive par les associations de consommateurs. Les associations demandent à passer cette limite à 0,3 g par kilo, comme pour les autres poissons. La marque française Petit Navire est particulièrement pointée du doigt, avec 3,9 mg par kilo. Aussi, elle réclame que ce taux soit mesuré sur le produit fini et non sur le thon frais. Cette contamination serait le résultat de la combustion du charbon par les centrales à charbon. Lorsque les poussières tombent dans l'océan, elles se transforment en méthylmercure au contact des bactéries, une substance encore plus toxique que le mercure. Le mercure et le méthylmercure peuvent causer des troubles neurologiques et dérégler le système nerveux, augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, les troubles de l'immunité ou encore de la reproduction. Bloom et Foodwatch réclament des mesures européennes d'urgence pour ce qu'elles considèrent être un scandale de santé publique. Consommation encore, Temu sous enquête formelle. Jeudi 31 octobre, la Commission européenne a ouvert une enquête à l'encontre du site chinois de e-commerce Temu, qu'elle accuse de ne pas lutter suffisamment contre la vente de produits illégaux et ou dangereux sur cette plateforme. Cela fait suite à une plainte de plusieurs associations européennes de consommateurs qui dénoncent une interface trompeuse et qui incite à la consommation excessive. La plateforme, branche du géant chinois Pinduoduo, vend des produits à prix cassé et incite le consommateur à consommer toujours plus en proposant toujours plus de promotions et en ayant un aspect ludique et récréatif. Ce sont des centaines de milliers de colis par jour et par État membre qui arrivent de Chine avec, la plupart du temps, des marchandises qui ne respectent pas les normes européennes. Ce n'est pas la première étape suivie par la Commission. Elle a déjà envoyé plusieurs mises en garde et des questions à l'égard de Temu sur la présence de produits dangereux sur sa plateforme. Les réponses sur la manière de traiter le problème de la part de Temu n'a semble-t-il pas satisfait la Commission. La Commission veut s'attaquer à l'algorithme qui favorise la surconsommation et notamment le système de récompense. Dernier élément, la Commission reproche à Temu de ne pas respecter l'obligation de fournir un accès aux données aux chercheurs. À la fin de l'enquête, si Temu est reconnu coupable, la plateforme risque une amende équivalente à 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial. International, l'UE applique la surtaxe sur les voitures électriques chinoises. Malgré les tentatives de discussion entre l'Union et la Chine, rien n'y aura fait. L'Union européenne applique la surtaxe sur les véhicules électriques fabriqués en Chine à cause d'aides d'État trop avantageuses dès le mercredi 30 octobre. 2 jours avant, la Chine avait défendu l'UE de négocier individuellement un accord avec les constructeurs alors que les règles de l'OMC l'autorisent parfaitement. La Chine indique que cela retardera significativement le règlement du différend.
Une énième manière de vouloir tordre le bras de l'UE et de la forcer à abandonner toutes les procédures. Depuis le début de l'année civile, l'Union européenne tente de trouver une solution à la concurrence déloyale sur le marché des véhicules électriques. Mais loin de vouloir négocier d'égal à égal, la Chine a tenté d'intimider plusieurs fois l'Union européenne en déclenchant de son côté plusieurs enquêtes pour les mêmes raisons sur les produits laitiers, les spiritueux et les produits issus du porc, que la Chine dénonce comme étant subventionnés de manière démesurée par la PAC et en mettant en place des mesures restrictives à titre conservatoire. L'UE a répondu que la PAC se conformait aux standards de l'OMC et qu'elle était sereine concernant les procédures menées devant l'OMC par la Chine. Mercredi 30 octobre, jour de l'application de la surtaxe, la Chine annonce avoir saisi l'OMC. La Chine estime que c'est une décision purement politique qui ne se justifie pas économiquement, alors que l'UE entend défendre les 14 millions d'emplois dans la filière des véhicules électriques européens. La Chine espère faire plier l'Union européenne puisqu'elle fait face à une économie vulnérable, touchée durement par le Covid et qui est confrontée aujourd'hui à un fort taux de chômage chez les jeunes et à une crise immobilière. Défense. Le rapport Niniste préconise d'aller plus vite et plus fort. Après le rapport d'Enrico Letta sur le marché unique et le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité, c'est au tour de l'ancien président finlandais Sauli Niinistö de présenter son rapport sur la défense mercredi 30 octobre. Dans la même veine que les deux autres rapports, Sauli Niinistö en appelle à une accélération des investissements permettant de passer du civil au militaire plus facilement. Il préconise de prioriser les achats communs et la mise en place de marchés publics communs afin de réduire les coûts. Aussi, il recommande de repenser l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement et de production de l'industrie pour permettre plus de flexibilité. L'un des points les plus importants est la mise en place d'un cadre facilitant le renforcement des armées européennes à un rythme plus rapide et mieux coordonné, accompagné de grands projets de défense d'intérêt commun avec des budgets ad hoc et des financements à long terme. Ces financements doivent aussi s'accompagner d'une remise en question des obstacles nationaux à un marché unique de la défense. Ces projets d'intérêt commun existent déjà comme le bouclier de défense antiaérienne, le bouclier européen de cybersécurité, le bouclier frontalier nord-est, la surveillance du domaine spatial, le stockage de munitions et de missiles, la mobilité militaire et la lutte contre les agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Sans surprise, le rapport Niniste recommande, comme les deux précédents rapports, une plus grande intégration des politiques européennes, accompagnée d'un financement conséquent. Il ne tient qu'aux États membres de faire un choix politique de long terme. Environnement. Baisse historique des gaz à effet de serre dans l'UE. Jeudi 31 octobre, la Commission européenne a annoncé une baisse des émissions nettes de gaz à effet de serre de 8,3% en 2023 dans l'UE par rapport à 2022. Seul 2020 avait connu une baisse plus forte, avec 9,8%, qui s'expliquait par le confinement dû au Covid. Cette fois, c'est le développement des énergies renouvelables qui en est la cause. La Commission indique que les émissions sont 37% inférieures à 1990 et que le PIB a augmenté de 68% sur la même période, justifiant ainsi l'abandon progressif des énergies fossiles. Parmi les données fournies par la Commission, la production d'électricité et de chauffage ont diminué de 24% entre 2022 et 2023 grâce aux éoliennes et au recours au photovoltaïque. En 2023, 44,7% de l'électricité produite dans l'UE provient du renouvelable. Dans les données moins réjouissantes, les émissions de l'aviation ont augmenté de 9,5%. L'Union européenne donne de bons signaux quant à sa promesse d'aboutir à la neutralité carbone en 2050. Mais l'année 2024 semble remettre en cause ces progrès. Les critères environnementaux de la PAC semblent suivre une trajectoire beaucoup moins ambitieuse. La loi de restauration de la nature a été votée de justesse et subit encore de nombreuses critiques des États membres, et la législation sur l'interdiction de la vente
de véhicules thermiques en 2035 est déjà remise en cause. En 2040, l'objectif est d'atteindre 90% de la neutralité carbone et la droite européenne considère cet objectif impossible à tenir. Et avec la poussée massive de l'extrême droite aux élections européennes, les ambitions environnementales de l'Union européenne seront certainement revues à la baisse. Passons désormais au club des 27. Bulgarie, énièmes élections législatives pour un statu quo. Dimanche 27 octobre, c'était les 7e élections législatives en 3 ans, les dernières dates du mois de juin. Ces derniers mois, les partis bulgares ont abouti à l'impossibilité de former un gouvernement, tous menés par de puissantes figures politiques qui n'arrivent pas à s'entendre. Au mois de juin, 34% des Bulgares s'étaient déplacés. L'enjeu était de sortir de la spirale d'instabilité politique qui touche le pays depuis les manifestations de 2020 à l'encontre de Boyko Borisov, leader du GERB, accusé de favoriser la corruption. 4 ans après, il est toujours la figure incontournable du paysage politique bulgare. Depuis les dernières élections, le Parti des Turcs de Bulgarie, le DPS, a souffert d'une scission entre les partisans du fondateur Ahmed Dogan et le leader actuel, l'oligarque Delian Peevski, placé sur la liste Magnitsky par les États-Unis pour son énorme passif concernant la corruption. Le nouveau parti pro-russe Velichier, qui signifie grandeur, était entré au Parlement et le parti pro-russe Vazrajdane, qui signifie renaissance, avait progressé. L'érosion du vote bulgare profite de plus en plus à l'extrême droite. Malgré l'instabilité, le parti Vazrajdane était parvenu à trouver un consensus pour aboutir à l'adoption d'une loi anti-propagande LGBT en réaction à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris dans la veine de la loi qui s'applique en Russie. Avant les élections, Boyko Borisov ne fermait pas la porte à une alliance avec l'extrême droite. Les élections n'ont finalement accouché que d'un statu quo. Le GERB se maintient à 26%, les pro-européens de centre-droit du PPDB restent à 15%, suivis de près par Vazrajdane avec 13%. Le taux de participation était légèrement plus important qu'en juin, avec 38%. Le DPS de Delian Peevski a souffert de la scission et chute à 8,9%, à peine mieux que les socialistes pro-russes qui en ont récolté 8,1%. Les différents partis pro-russes récoltent 21% des suffrages, les partis populistes presque 30% des voix. Il faudra 3 voire 4 partis pour former un gouvernement. L'élection américaine pourrait permettre au GERB de franchir la ligne rouge et de s'aligner à l'extrême droite si Trump l'emporte d'après plusieurs experts. Si les discussions pour former un gouvernement ne sont pas fructueuses, les Bulgares devront à nouveau se rendre aux urnes au printemps 2025 pour la 8e fois depuis 2021. Lituanie, des législatives qui font basculer le pays à gauche. Dimanche 27 octobre, la Lituanie avait elle aussi rendez-vous avec les urnes, mais dans un climat beaucoup plus serein et consensuel. Les partis lituaniens sont unanimes sur le soutien à l'Ukraine et à l'augmentation du budget consacré à la défense du pays. L'enjeu des élections tournait autour du pouvoir d'achat des Lituaniens et autour des inégalités sociales. Depuis 2020, c'étaient les chrétiens démocrates du TSLKD, Union pour la patrie chrétien-démocrate de Lituanie, avec pour première ministre Ingrida Šimonytė, qui était au pouvoir. Des chrétiens démocrates, cette fois-ci menés par le ministre des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis. Face aux chrétiens démocrates se dressaient les sociodémocrates du LSDP, emmenés par la députée européenne Vilija Blinkevičiūtė, qui se présentait en favori. Et ce sont les sociodémocrates qui l'ont emporté, avec 51 sièges sur les 141 qu'en compte la Seima, le Parlement lituanien. Les sociodémocrates vont vraisemblablement s'allier aux écologistes de l'Union démocratique pour la Lituanie et l'Union populaire des paysans lituaniens, ce qui devrait leur permettre d'avoir une majorité absolue. Les chrétiens démocrates s'en sortent avec 28 sièges. La surprise de ce scrutin, c'est Remigijus Žemaitaitis, avec son parti populiste Obduniyemen, qui se classe en 3e position et rafle 20 sièges. Obduniyemen a été créé en novembre 2023
formé par Remigius Žemaitaitis, exclu du parti libéral-conservateur Liberté et Justice pour avoir tenu des propos antisémites en tenant pour égaux juifs et soviétiques dans la tentative d'attenter à l'existence des Lituaniens pendant la Seconde Guerre mondiale. Le parti a réussi à surfer sur un discours antisystème tout en n'ayant aucun réel positionnement politique. La Lituanie, qui a souffert d'une inflation à 20% après le début de la guerre en Ukraine, renoue désormais avec une vigoureuse croissance de 3%. Mercredi, contre toute attente, Vilija Blinkevičiūtė, qui devait prendre la tête du gouvernement après avoir gagné les élections, renonce finalement au poste de première ministre. Elle explique son choix par son âge, 65 ans, et l'épuisement subi tout au long de la campagne, qui l'a mené à la conclusion que de telles responsabilités étaient incompatibles avec son état de santé. C'est Gintautas Paluckas, ancien président du LSDP, qui va prendre le poste de Premier ministre. Italie. Un scandale de fichage mis de jour. C'est le parquet de Milan qui l'a annoncé. Un réseau de hackers et d'anciens membres des forces de l'ordre sont accusés d'avoir utilisé des logiciels malveillants et des contacts internes pour mettre la main sur plusieurs bases de données gouvernementales. Le réseau criminel aurait mis la main sur 800 000 dossiers confidentiels. On y retrouverait des groupes mafieux, de hauts responsables de différents secteurs économiques, mais aussi les renseignements italiens seraient impliqués dans le piratage. Les procureurs parlent d'un danger pour la démocratie. Le réseau criminel aurait pu interférer dans plusieurs enquêtes criminelles et connaître à l'avance les agissements des autorités. L'opération aurait été menée par la société d'enquête privée Equalize et aurait eu des contacts un peu partout au sein de différents services de l'État. Il collectait des relevés bancaires, des dossiers de police et avait aussi des mouchards dans les serveurs du ministère de l'Intérieur. Même le président de la République, Sergio Mattarella, avait son adresse mail clonée. Même la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, n'aurait pas échappé à la surveillance des criminels. Ce sont 15 téraoctets de données qui auraient été saisis. Le but était de constituer des fichiers pouvant compromettre les personnes visées par le piratage, pouvant mener à du chantage. Giorgia Meloni s'est dite scandalisée par une telle affaire et qu'aucun état de droit ne pouvait tolérer un tel fichage. 6 suspects subissent déjà les conséquences de leurs actes en étant placés en résidence surveillée ou suspendus de leurs fonctions, et ce sont en tout 51 personnes qui seraient visées par l'enquête du parquet de Milan, en majorité pour complicité. Espagne, des inondations qui montrent l'impréparation face au dérèglement climatique. Lundi 28 octobre, de violents orages se sont abattus sur l'arrière-pays de Valence, provoqués par une goutte froide. Des orages stationnaires qui ont déversé l'équivalent d'une année de pluie en quelques heures. Le deuil national a été déclaré pour 3 jours jusqu'au samedi 2 novembre. Les habitants de la région de Valence ont ouvertement critiqué les autorités qui n'ont commencé à lancer l'alerte qu'une heure après les premiers débordements de rivière, vers mardi 20h, alors que les précipitations avaient commencé en début de journée. Un système d'alerte qui est de la responsabilité de la Généralité, le gouvernement régional, qui avait pourtant toutes les informations et n'a pas mis en place de protocole à faire respecter par les citoyens, alors que l'Agence nationale de météorologie avait élevé le niveau d'alerte au niveau maximal mardi matin. La difficulté pour les secours était encore la menace de pluie importante les jours suivant la crue, obligeant le président du gouvernement, Pedro Sánchez, à appeler les citoyens de la zone à rester chez eux et à rester à l'écoute des alertes. Ce qui n'arrange pas les choses, ce sont les partis nationaux et locaux qui se renvoient la responsabilité de la catastrophe, autant sur l'entretien des infrastructures que sur les processus d'alerte qui se sont révélés bien tardifs dans leur mise en action. L'armée a été envoyée en renfort des pompiers, mais les sinistrés critiquent leur renvoi tardif avec des effectifs peu nombreux. Pendant plusieurs jours, les habitants de la région se plaignent du manque de réaction des autorités. Ils ont été confrontés au manque de vivres et la police ne parvenait pas à ramener à manger pour tout le monde. L'absence de figure nationale sur place était le plus gros motif d'exaspération des sinistrés. Il aura fallu attendre dimanche 3 novembre pour que le Premier ministre Pedro Sánchez se déplace
en compagnie du roi Felipe VI et de sa femme Laetitia. Leur venue a été très mal perçue, le roi Felipe et la reine Laetitia recevant de la boue de la part des sinistrés. Le Premier ministre a dû être exfiltré par son service de sécurité. Un roi qui a tenté de faire cesser le renvoi des responsabilités entre gauche et droite de gouvernement est appelé à l'unité face à la tragédie. Un manque de soutien compensé par la solidarité locale, les habitants de toute la généralité de Valence joignant leurs forces pour tenter de déblayer tout ce qui était possible. Certains villages sont restés isolés jusque vendredi voire samedi. Les alertes pluie ont fait leur retour ce week-end, empêchant le travail des secouristes, notamment pour retrouver les corps dans des parkings souterrains. Allemagne, la loi sur le changement de genre entre en vigueur. Vendredi 1er novembre entrait en vigueur la loi d'autodétermination du genre, adoptée au printemps dernier. Désormais, les personnes souhaitant changer de genre à l'état civil pourront passer directement devant l'officier d'état civil sans passer par la justice, qui devait auparavant justifier le changement de genre en se basant sur des expertises psychiatriques et le juge était seul souverain dans sa décision. La procédure était longue et coûteuse et ne donnait aucune garantie d'aboutir. La nouvelle loi donne un délai de 3 mois pour revenir sur sa décision. Pour les moins de 14 ans, la décision revient aux parents et aux tuteurs légaux d'engager la procédure. Entre 14 et 18 ans, il sera possible de le faire soi-même, mais avec le consentement obligatoire des parents. La loi permettait des préenregistrements dès le 1er août, et ce sont 15 000 personnes qui se sont préenregistrées. Il sera possible de choisir entre le genre masculin, féminin, divers ou pas de mention de genre. Avec une loi aussi souple, l'Allemagne rejoint la Belgique, l'Espagne, le Danemark et la Suisse sur le continent. Cependant, la question divise le pays. D'après un sondage, 47% des personnes interrogées se sont déclarées en faveur de la réforme et 37% se sont prononcées contre. La droite bavaroise de la CSU dénonce une réforme idéologique, scandaleuse et trop permissive. Les féministes radicales anti-trans alertent sur la probable augmentation des agressions des femmes dans leur espace réservé, alors qu'aucune étude n'étaye de tels arguments, ne faisant que mettre sur la place publique des préjugés dangereux pour une population déjà vulnérable. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Géorgie. Les Géorgiens dans la rue pour contester le résultat des législatives. Je vous en parlais la semaine dernière. Le parti Rêve géorgien, qui était déjà à la tête du gouvernement depuis 2012, a remporté les élections dans des conditions plus que contestables, avec des achats de vote qui ont eu cours toute la semaine du scrutin, des intimidations aux abords des bureaux de vote et un système de vote électronique qui cristallise toutes les contestations. Lundi 28 octobre, les Géorgiens se sont rendus dans les rues de Tbilissi pour contester les résultats, avec l'opposition qui tenait des discours de résistance sur une estrade placée en plein milieu de l'avenue Roustaveli, devant le Parlement géorgien. Le correspondant à Tbilissi de RFI, Régis Janté, affirme que c'est une des plus grosses manifestations à laquelle il a pu participer. Malgré la contestation, le Premier ministre sortant Irakli Kobaridze ne change pas de discours. Pour lui, la Géorgie va continuer son chemin européen. Un discours hypocrite quand on sait que sa façon de gouverner est incompatible avec les critères de Copenhague qui veulent que chaque pays candidat doive respecter les valeurs démocratiques et l'état de droit. Symbole de ce tournant autoritaire, c'est Viktor Orban qui s'est rendu à Tbilissi en urgence pour féliciter Rêve géorgien de sa victoire, entachant une fois de plus sa présidence tournante d'une prise de position en faveur d'un régime proto-dictatorial. Une visite dénoncée par plusieurs chefs d'État et de gouvernement de l'UE, mais aussi par le haut représentant Josep Borrell. L'objectif de la mobilisation était d'unir les forces en présence et de commencer à réunir des pièces pour contester le scrutin. Même la présidente Salomé Zourabichvili a juré de défendre le peuple jusqu'au bout. Elle a rejeté les résultats du scrutin dès dimanche soir et a refusé de les reconnaître en les qualifiant de falsification totale. Elle a des preuves que le vote électronique a été manipulé, avec par exemple une carte d'identité qui a pu voter
plus d'une dizaine de fois, voire une vingtaine de fois dans certains cas. Le parti Rêve géorgien, malgré les atteintes sévères au scrutin, n'a pas réussi à avoir le poids suffisant, c'est-à-dire les 2 tiers, pour faire interdire des partis comme il s'était promis de le faire. Mais le gouvernement a suffisamment de marge de manœuvre pour affaiblir durablement l'opposition et la société civile, notamment avec la loi sur les agents de l'étranger. Les partis d'opposition refusent de siéger, considérant que ces élections n'ont pas été libres et ne sont donc pas légitimes. Même si la commission électorale a validé les résultats dimanche matin, elle a cédé à la pression populaire et aux messages diplomatiques en recomptant les votes mercredi. Mais ce recomptage se limitait à 14% des bureaux de vote du pays. Sans surprise, le recomptage n'a rien changé au résultat, comme l'a annoncé la commission électorale jeudi. L'opposition a appelé dans la foulée à des manifestations et indique préparer un plan pour faire annuler les élections. Le parquet géorgien a annoncé mercredi 30 octobre enquêter sur la falsification des résultats. 47 dossiers judiciaires sont ouverts pour des faits présumés de violation de la loi électorale. Mais l'opposition ne fonde aucun espoir dans le parquet, qui est sous l'autorité du parti en place. La Commission européenne a rendu son rapport sur l'élargissement le même jour et a annoncé suspendre, pour une durée indéterminée, le processus d'adhésion de la Géorgie. Ukraine, la présence de militaires nord-coréens se confirme. Après les annonces il y a 2 semaines par Volodymyr Zelensky de militaires nord-coréens du côté de Koursk et dans le Donbass, c'est l'OTAN et le Pentagone qui confirment l'information. Mark Rutte a déclaré que cela représentait une escalade sans précédent dans le conflit qui enfreignait toutes les résolutions de l'ONU. Le Pentagone annonce avoir l'information que 10 000 soldats nord-coréens sont partis combattre sur le front russo-ukrainien. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré que la présence nord-coréenne représentait une menace importante pour la sécurité mondiale. Volodymyr Zelensky a appelé les gouvernements occidentaux à sanctionner la Russie et la Corée du Nord. Des déserteurs nord-coréens ont envoyé leurs propositions d'aide à l'ambassade d'Ukraine à Séoul. Royaume-Uni, un cas de Mpox détecté. Le variant clade 1b du Mpox a été détecté mercredi au Royaume-Uni chez une personne ayant voyagé en Afrique récemment. C'est le 3e cas en Europe, après un cas en Suède et un cas en Allemagne. Les cas contacts se verront proposer un test et un vaccin et de la médication si nécessaire. Les procédures pour éviter l'épidémie semblent pour l'instant porter leurs fruits. La stratégie de détection et d'isolement des cas semble efficace, les systèmes de santé européens ayant appris du Covid. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 44e semaine européenne de 2024. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez ne rien rater chaque semaine, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain 17h30 sur Europe Hebdo.